Retour sur les chroniques du numéro 84 de Bifrost, avec une version plus longue et plus personnelle de ma critique portant sur Eschaton d'Alex Nikolavitch. Alex Nikolavitch, jusqu'alors surtout scénariste et traducteur de BD, ainsi qu'essayiste, j'en avais chroniqué plusieurs ouvrages d'ailleurs, livre avec Eschaton son premier roman, que l'éditeur, Les Moutons Électriques, situe entre space opéra et fantastique. Faut voir, avec une louche spécifiée de Lovecrafterie dedans, au cas où les tentacules de la couverture ne nous en auraient pas déjà convaincus. En fait, il y a bien de tout ça, et sans doute d'autres choses encore, qui font de ce premier roman une chose très référentielle, et probablement un peu trop, mais aussi pas toujours où on s'y attend. Pour faire un sort à la dimension Lovecraftienne, reconnaissons que le roman se montre ici plus malin que sa couverture. Plus que les vilaines bébêtes poulpoïdes qui y figurent, qu'on les appelle puissance ou archonte en fonction du camp où l'on se trouve, j'y reviendrai, ce sont avant tout les implications cosmiques qui s'y rattachent qui fondent vraiment la parenté avec certains textes, tardifs notamment, du Gentleman de Providence. L'idée est assez belle d'ailleurs de cette collision entre deux univers radicalement incompatibles. Le passage des puissances qui n'ont rien demandé dans notre monde, au-delà de toute considération malvenue d'ordre moral, en bouleverse la structure même. Les lois de la physique, qui avaient cours jusqu'alors, sont désormais nulles et non avenues. En lieu et place, un univers bouleversé où les lois de la foi s'avèrent bientôt plus pertinentes que celles de la science et déploient leur propre paradigme utile et incontestable, quand bien même contesté. Paradigme qui a bien sûr quelque chose d'une réaction. Les gens de la foi, cantres et diacres, le répètent sans cesse. Le drame qui s'est produit il y a une ou deux éternités de cela résulte directement de la science impie. La nouvelle société rejette donc la science comme néfaste, voire carrément diabolique, et ceux que l'on appelle désormais hérétiques sont des scientifiques, éventuellement des scientistes, qui doivent avoir recours à des technologies particulières pour reconstituer les conditions originelles de l'univers premier où la science avait raison, idée assez intéressante. Même le calcul est banni de la foi, seul compte des parias dont c'est la fonction première. Par ailleurs, les vaisseaux de la foi n'empruntent pas les longues et obscures immensités de l'espace pour aller d'un monde à l'autre. Leurs nefs, de pierre, belle idée encore, voguent à travers le mental, dimension supplémentaire directement liée à l'irruption des puissances dans notre univers. Joli paradoxe, il y en a bien d'autres, et c'est par la pensée qu'elles se déplacent. On est tout de même tenté de combiner ces divers aspects pour pointer vers une autre référence essentielle, Dune, de Frank Herbert, la haine des machines renvoyant au précepte du djihad butlérien, tandis que les cantres pilotent leurs nefs dans le mental comme des navigateurs défoncés à l'épice. Mais il y a plus, une autre référence peut-être plus inattendue, car l'univers d'Eschaton est avant tout guerrier qui oppose depuis des millénaires deux camps irréconciliables, motivés l'un par la foi, l'autre par la science, dans une perspective de toute façon fanatique qui ne laisse guère de place à l'autre pour exister dans ces différences. Le roman nous plonge d'emblée dans cette guerre en suivant deux diacres, Wangen, le jeunot Hubert convaincu, et Alania, l'ex-lictrice moins unilatérale, mais dont la motivation n'en est pas moins bien légère et d'une crédibilité contestable. Ils sont engagés en pleine lutte contre les hérétiques et ou les puissances. Et difficile au regard de ces avatars croisés de Space Marine fanatiques, échappés de vaisseaux baroques ayant traversé le mental, de ne pas penser à quelque chose comme Warhammer 40 000. Et tout cela finalement nuit quelque peu à la personnalité d'Eschaton. Que ce soit consciemment ou pas, cette tentation référentielle écrase les véritables singularités du roman, car il y en a sans doute quelques-unes, sous le poids du déjà-vu. Ce n'est hélas pas le seul souci. La structure du roman est ainsi contestable, qui maquille plus ou moins une banale mais acceptable alternance entre la foi et la science, sous un jeu presque mathématique peut-être trop rigide. En découle, comme résultant de contraintes plus ou moins bienvenues, des développements d'un intérêt parfois limité et probablement dispensable, qui ne sont là qu'afin de servir la mécanique. Ce petit jeu d'abord amusant perd de sa pertinence au fur et à mesure de l'intrigue, et quand vers la fin elle n'est plus autant formalisée, elle donne soudain une impression de précipitation assez fâcheuse. Quant aux personnages, leur intérêt est variable, beaucoup sont ternes. La quatrième de couverture, s'en tenant uniquement au début du roman, cite le seul Wangen, jeune diacre Hubert convaincu par la foi, et qui, en tant que tel, a somme toute assez peu d'intérêt. Alania, qui trahit, est sans doute plus riche, mais sa motivation est décidément problématique. S'en sortent mieux, le cas échéant, quelques personnages plus secondaires. Au premier chef, sans doute, l'inquisiteur relapse Lot, dont la fonction paradoxale, perçue comme une punition, révèle toute l'hypocrisie de la foi.
En face de lui, toutefois, il y a Geert, qui fut inquisiteur avant d'embrasser l'hérésie scientiste et a ainsi échangé un fanatisme pour un autre. Autre souci, mais vraiment de taille celui-là, les scènes d'action assez nombreuses sont globalement ennuyeuses. Ni la panique des combattants, ni la violence des échanges ne suscitent bien longtemps l'intérêt du lecteur. Pour du quasi Warhammer 40 000, c'est tout de même fâcheux. Les passages les plus calmes sont plus intéressants, mais au risque de virer à l'exposition théorique d'un monde, le récit à proprement parler en pâtissant. Ceci étant, il est bien des passages qui se montrent plus enthousiasmants dans cette optique. La plupart de ceux où Lot joue un rôle essentiel en fait, c'est sans doute le personnage le plus intéressant du roman. Mais il faut y ajouter quelques ultimes boulettes, ainsi de l'insupportable et guère à propos langage petit nègre de Mork, personnage qui aurait pu être intéressant mais fait bien vite soupirer. Ou encore des clins d'œil historico-scientifiques épars qui fonctionnent comme autant de blagounettes malvenues, nuisant en définitive à l'immersion dans l'univers et à la prise au sérieux de ses considérants fondamentaux. Je ne voudrais pas me montrer trop sévère. Eschaton n'est pas forcément un mauvais roman, mais il pâtit de plusieurs soucis qui, à force d'accumulation, relèguent le roman au triste niveau de la médiocrité. Ses idées les plus intéressantes sont desservies par un trop-plein de références conscientes ou pas, et des choix narratifs incontestables, laissant une regrettable impression d'inaboutissement. Dommage.